Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je regarde l'heure qu'il est. Ouais. Alors, je me levais toujours avant maman et Violaine, son amante, parce que j'étais la seule à ne pas avoir pris de LSD et de champignons la veille. Et j'étais de bonne humeur, pas encore prévenue de ce désastre bref que serait la vie de maman. Quand je rentrais de l'école, il y avait ce parfum de choses commencées, un volet à demi ouvert, un début de graffiti au plafond, les hommes n'existent, le téléphone qui sonne et personne ne répond, l'aiguille obstinée du tourne-disque qui raye sans fin son sillon muet, un robinet en goutte à goutte, supplice chinois, une affiche d'Alphaville qui se décolle aussi, parfois un inconnu étendu, ni tout à fait éveillé, ni tout à fait endormi, ni tout à fait nu, ni tout à fait pas nu, des livres par terre en tas, en attente d'une étagère que personne n'a jamais installée, rien de net, tout vague et flottant. Je sens encore parfois cet air fade de la vie molle et sans but, la vie des gens qui font la sieste à toutes les heures de la nuit et du jour. Ma vie aussi maintenant, mais seulement quand je n'en peux plus de penser à maman, de la chercher, de la revoir et de ne pas la revoir, de mener cette enquête sans fin qui occupe mes journées. Mais il faut que je me souvienne mieux. Maman dansait bonjour, quand elle se rappelait qu'elle était belle, se maquillant les cils avec une petite brosse, très près du miroir, œil sur œil, nez contre nez. Elle est si myope, et Violaine, assise en tailleur sur le tapis lustré d'usure, qui se taille les ongles des pieds en tirant la langue. Je pouvais rester là, admirer jusqu'à la fin des temps maman s'appliquant ensuite une poudre pailletée au coin des yeux, et regarder avec tout mon dégoût Violaine, qui s'épluche maintenant la corne du talon. Elle ne me remarque pas, ni l'une ni l'autre, ou alors pas plus qu'un meuble, une petite chèvre à son piquet, un cheveu sur la soupe de quelqu'un d'autre. À cette époque, il n'y avait pas devant les enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Il y avait des adultes et une mini-adulte, une adulte mineure, une adulte miniature. Il y avait leur sexe poilu, hirsute, abominable, et sous mon nez, tout le temps, ces choses que j'aurais voulu ne pas voir, déconnaître, désapprendre. C'est fou comme on sent à 4 ans, 5 ans, quand le monde tourne à l'envers. Il faudrait que je retrouve ma petite valise, celle qui était toujours prête pour le jour où papa m'appellerait pour partir. Il n'avait pas le droit d'entrer dans l'appartement. Ils s'étaient tellement aimés, juré qu'ils ne se quitteraient jamais. Ils avaient même décidé un jour qu'ils allaient mourir ensemble en haut du clocher de l'église Saint-Pierre de Neuilly, comme les amants de la lune. Et voilà que maintenant, papa devait m'attendre dans la rue et maman ou Violaine me descendait comme un petit paquet. Alors, j'attendais, moi aussi, sagement. J'avais compris la règle et je la respectais. Mais je savais qu'un jour, il m'emmènerait pour de bon. Et j'avais fait moi-même ma valise où j'avais rangé des stocks de bonbons pour la route, une photo de papa et maman en Inde que Violaine avait jetée et que j'avais récupérée, et cachée sous ma robe à carreaux verts et blancs, la brosse à cheveux de la maison. Le soir où papa est venu enfin me reprendre, j'avais les cheveux si emmêlés qu'à l'école, on m'avait chahuté toute la journée en m'appelant la fille préhistorique. Il a gardé l'habitude de nous brosser les cheveux, mon frère, moi et maintenant mes enfants, démoulinés dans tous les sens, à l'attaque de nœuds imaginaires. Ça leur fait des têtes de lampadaires. Mais je ne sais pas qui a dit que l'enfance est un pays dont on aura toujours la nostalgie et blablabla. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'enfance perdue, manquée et retrouvée. Il n'y a pas d'enfance du tout. Il y a des petites personnes, pas terminées, limitées, négligeables et négligées, des trucs dans lesquels on se prend les pieds, qu'on oublie, qu'on n'éduque pas. Elles vont bien, d'une manière ou d'une autre, devenir ce qu'elles sont. Elle va pousser toute seule, Justine, comme ces poulains, tremblotants sur leurs pattes, à peine nés mais debout, déjà presque autonomes, et qui n'emmerdent pas les chevaux adultes. Oui, à la fin des années 1970, elles l'ont bien compris, maman, Violaine et leurs copines. Après tous ces siècles de temps perdu, gâchés et volés aux femmes qui ont autre chose à faire que pondre et élever leurs marmots, l'éducation est un concept ringard. Détester les pères, les mères, le papa et la maman, le patron, le fric, l'éducation, elles y ont cru. C'est pas possible autrement. Elles s'occupaient pas de moi, mais c'était pour mon bien. Pas parce qu'elles avaient la flemme ou pas le temps ou rien à cirer, non. Ces années-là, être libre pour maman, ça passait par ça, ne pas s'occuper de moi. C'était politique. Politique. Maman, petite aristocrate bretonne qui n'avait jamais mis les pieds dans une usine, ni nulle part,
Quelle prise de guerre, devaient se dire ces impitoyables copines des éditions des femmes où elle était censée travailler. Elle commentait sans fin lire Le Capital, adulée Ho Chi Minh, Olympe de Gouges et Trotsky. De temps en temps, elle m'emmenait distribuer des tracts. J'aimais bien, car j'étais avec elle, sabots, caouet quand il pleuvait, j'avais le droit de crier très fort en pleine rue. Est-ce que je me doutais que c'était de la simili-révolte? Un jeu, un mime? On fait semblant de se battre et on fait semblant, nous, les Indiennes, que les cow-boys ont perdu? Bien sûr que non. La plus grande bêtise, mais je faisais pas de bêtises, ça aurait été de m'inquiéter. Alors, j'étais contente. Je n'aimais pas du tout, en revanche, quand elle se mettait toute nue. J'aimais pas être ce meuble, ce chat dont la présence ne gênait jamais. J'aurais aimé qu'elle m'envoie plus dans ma chambre. Zou, laissez-nous un moment, petite Justine. Mais non, elle s'en foutait. Elle s'exhibait, ça faisait aussi partie de la non-éducation. Quand l'atmosphère devenait trop, poisseuse, je me mettais les poings dans les oreilles, je me sentais coupable, mais de quoi? Paupières serrées de toutes mes forces, et je parlais à Clara, mon amie imaginaire, qui était toujours là pour moi. « Je sais des choses », je lui disais. « Si tu savais des choses que je sais », je prenais la voix de celle qui sait. « Je sais casser des œufs, je sais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais le numéro de ma nanée, Maillot 22 59. Je sais son adresse, 12 rue Pauline Borghese. Je sais 1, 2, 3 Soleil. Je sais que quand je serai grande, je ressemblerai à papa si c'est possible. J'aurai même comme lui une barbe. Je sais que ma valise est prête. Je sais que j'y ai mis toutes mes affaires. J'énumérais mes affaires, je les comptais sur mes doigts et ceux de Clara. Et puis j'attrapais le premier rêve qui passait et abracadabra, je ne voyais plus rien. Je n'entendais plus rien, je ne sentais plus rien. J'échappais à maman, à Violaine et à leur monde dans lequel il se passait des trucs louches, mais je n'étais plus concernée. Plus pour moi la nudité crue de Violaine et maman, plus pour moi le mystère qui a trop vite cessé de l'être de ce qui se passait entre elles. J'aurais bien voulu garder tout ça flou quelques années de plus, mais en même temps, il n'y avait pas de porte, pas de rideau. Maman et Violaine étaient contre les portes, et pour la circulation de l'énergie, des gens, de l'air, des secrets, des corps, des rêves, des amants, des amantes. Rien à cacher, rien à voler, ou tout. Allez-y, servez-vous. Ce qui est à nous est à vous, ce qui est vrai, ce qui est naturel est naturel, et vice-versa, les cuillères cuites et noircies, les vrais et faux tatouages entre les cuisses. Est-ce qu'il faut que je retourne à Mordel, la maison de son enfance, le cabinet médical de ses méchants parents dans la banlieue humide de Rennes? Est-ce que c'est là qu'est son secret? Je me souviens de l'adresse, 13 rue du Docteur Dordain, des brouillons effrayants de la rivière, de l'école maternelle à côté de l'église, du chemin de terre sans lumière qui conduisait à la boulangerie, je me souviens de tout. Et l'odeur acide des médicaments, des antiseptiques, des bocaux, des punitions, du vouvoiement obligatoire à la maison planté dans ce décor de brume. Oui, maman, vous avez bien fait de me gifler. Oui, papa, tous ces malades anxieux dans le salon, salle d'attente du rez-de-chaussée vous gâchent vos journées. Oui, papa, oui, maman, vous avez toujours raison. Je n'avais pas le droit, quand ils avaient expédié leur dernier patient, ni de jouer avec des chariots de compresse et des pansements, ni de farfouiller dans le grand meuble aux médicaments, ni d'essayer le stéthoscope solennel qui attendait la prochaine petite vieille tuberculeuse que ma grand-mère allait martyriser. Mais je le faisais quand même. Et quand tout le monde était à la messe ou au marché, ou je ne sais où, je secouais des fioles, je sortais les radios, je prévenais une dame imaginaire. « Vous avez une fracture du poumon, Madame Trucmuche ?» Je grondais à monsieur, « Vous n'avez pas bien pris votre sirop de patate, monsieur Tartampion ?» Et le téléphone, je répondais d'une voix flûtée, « Non, monsieur le président de tout l'univers, je ne fais pas de visite à domicile. Vous m'emmerdez, cher ami. » Je dessinais dans le carnet de rendez-vous, je gribouillais une ordonnance. J'appuyais 15 fois sur la poire du tensiomètre. « Oh là là, 37 sur 18, mais ça ne va pas du tout, Madame Cracra. Il faut que je vous ausculte les oreilles et que je vous donne des coups de marteau sous les pieds. Et après, je vais vous chanter une chanson guérisseuse. » Et puis j'entendais le tac-tac des talons aiguilles de ma grand-mère dans le vestibule, puis sa voix de vieille petite fille terrifiante. « Justine, tu es là? Justine, c'est ta gentille grand-maman, viens m'embrasser. » Je me faufilais par la porte de service. J'allais me cacher dans les toilettes au fond du jardin. Et comme je savais qu'elle allait trouver quelqu'un d'autre à torturer, en général un de ses fils et petit frère de maman, et qu'elle allait m'oublier, j'attendais tranquillement l'heure du dîner. À table, se tenir droite, pas parler, terminer son assiette, penser aux petits Éthiopiens. Mes grands-parents, très maréchal nous voilà et croisade contre la sécurité sociale, la jouaient aussi médecin des pauvres. On conchit l'administration quand il le faut, mais on soigne gratis.
Avec les Éthiopiens, il n'y avait pas de risque, on n'en avait jamais vu à Mordel. Moi, je ne disais rien. Je laissais passer le morceau de gras de viande d'un côté à l'autre de la bouche en espérant qu'il finisse par se désagréger. Et s'il ne se désagrégeait pas, j'attendais le moment de le cracher dans ma serviette qui sentait le chlore. Une nuit, j'ai été réveillée par des éclats de voix qui venaient de la chambre de maman à l'étage, au-dessus de la mienne. Des mots horribles, des insultes, des cris de maman à faire trembler la terre. « Arrêtez papa, arrêtez, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit, laissez-moi ». Je me suis concentrée très fort sur les mailles de la couverture comme des points à relier dans les pages jeux du journal de Mickey qui allait devenir une maison avec plein de trous et de bosses, et je me suis endormie. Petit animal terrifié qu'un piquet invisible empêchait de toute façon de bouger. Quand je me suis réveillée, le silence revenu dans la maison indiquait que je pouvais sortir. « Maman ? Maman, ça va ?» La porte de sa chambre a grincé, elle dormait, elle avait pleuré. 2 rigoles de sel sur ses jolies joues, un peu de sang séché sur les draps. Je me suis hissée sur le grand lit. Elle s'est blottie contre moi et s'est remise à pleurer sans vraiment se réveiller. Dehors soufflait un vent inconnu. Bien sûr, je dois retourner à Mordel. Sur les murs de ma chambre, il y avait un Christ aux bras écartés qui n'en finissait pas d'agoniser. Et sur le même mur autour de lui, des portraits croûteux de méchants aïeux de Jacqueline et Jean, qui, dès que je m'endormais, me grondaient de ne pas aller à la messe. Je me réveillais en pleurant, mais j'étais experte, sans pleurs et sans bruit. Je me levais surtout pas, terrorisée par les pots de chambre en faïence alignés dans le couloir comme des crânes dans Indiana Jones, et puis parce que la nuit, à Mordel, était le règne de Monsieur Parquet qui craque et Tuyau qui chouine. Ou peut-être était-ce ma grand-mère qui grinçait des dents, mon grand-père qui revenait persécuter maman, ou des patients en bas, râlant d'avoir été oubliés dans la salle d'attente, ou furax d'être enfermés dans des bocaux formolisés. Je me fondais dans mes draps et à tout hasard essayais d'inventer une suite à l'Ave Maria ou chanter au Christ en croix à voix très basse pour le consoler au clair de la lune, mon ami Pierrot. Je suis retournée à Mordel. Au début, sur la place, je n'ai pas retrouvé la maison. Peut-être qu'elle n'est plus là, ou que j'ai confondu et que ce n'est pas Mordel, mais Bordel ou Séquel. À la place, il y a une boulangerie, une boulangerie-pâtisserie, un coiffeur, c'est dans l'air, une banque postale, un magasin optique 2000. Je passe et repasse devant. Je dois avoir l'air louche, car l'opticien sort pour me demander d'un air méfiant si je désire quelque chose. Oui, rendez-moi mon enfance. Et puis, ça y est, l'église. La ruelle du coin, maintenant goudronnée, un cri d'oiseau, un tilleul, et puis cette maison rikiki, agglutinée à d'autres maisons rikiki que j'ai fini par reconnaître. Dans mon souvenir, elle était gigantesque, impériale, intimidante, chic. Ça m'étonne, cette fenêtre à l'étage, condamnée par des planches. Qu'est-ce qu'est devenu le jardinet moussu que le soleil fuyait, dans lequel je restais des heures à lancer des cailloux aux nuages, à examiner les vers de terre et à compter les fourmis en colonne le long du banc de pierre où personne ne s'asseyait jamais? Est-ce qu'il est toujours là? La maison est fermée. Les maisons hantées doivent avoir l'air de ça. Ma grand-mère, que je n'aimais pas, venait nous chercher à la gare dans sa R5 de médecin de la France d'en bas, avec ses robes blanches, brodées et dentelées de dames en train de devenir vieilles et folles, des fleurs dans les cheveux, les lobes des oreilles allongés par des bijoux trop lourds, et sa voix de sorcière mielleuse. Elle avait tissé sa toile d'araignée autour de ses enfants. Christophe, le jumeau de maman, avait été capturé mort-vivant dans la toile. Il n'a jamais eu le courage ou la force de s'enfuir. Il a vécu avec elle, chez elle, dans son lit, jusqu'à ce qu'elle meure. Et depuis, sieste et re-sieste, dans une maison de repos, un asile, d'où il n'est jamais plus ressorti. Une fois, si, ou deux, pour voir maman, et puis pour son enterrement. Ah merde, j'ai lu un truc qui était pour toi. Ouais, mais t'enchaînes. Ah merde. Mais t'enchaînes sur toi. Enchaîne sur toi. Ah non, vas-y toi alors. Alors je lis. Vas-y toi. Maman, de temps en temps, mais tu rigoles, on est ensemble. Ouais. Maman, de temps en temps, docilement, bonne fille et bonne sœur, revenait à Mordel contre l'avis de papa, se faire manger un bout du cœur et rentrer à Paris avec des cernes mauves. Car Jacqueline adorait entretenir la toxicomanie de maman. Elle lui offrait toutes sortes de médicaments et pour les ranger des boîtes en plexiglas ou en laiton ou en métal, parfois ornées d'un caducée ou d'une Vierge Marie cadeau Mazazou. Elle était contente de voir maman, de décréter qu'elle avait une mauvaise mine. Tire la langue, ma chérie, voilà, voilô, le bon sirop. Et ça aussi, ouvre encore plus grand, c'est comme une petite hostie, voilà. Bonne sieste, ma fifi chérie, maman est là qui veille sur toi. Je suis ta sorcière barrée, maman bien-aimée. Et là pour toi, toujours là.
Et maman, la mienne, se laisse faire, se laisser enfermer, recapturer, un gémissement, une protestation, un miaulement, et pof, elle s'abandonnait. Parfois, elle vomissait. Ma grand-mère, que j'aimais pas, très mécontente, la grondait. « Isabelle, tu as vomi ton cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce caprice ? Qui est-ce qui commande ici ? C'est vous, maman, c'est vous, c'est toujours vous. » Parfois, c'est à moi qu'elle offrait 1 ou 2 hosties pour que je dorme et communie en même temps que maman, pour qu'on soit une belle famille, bien réunie dans la bonne santé, la foi et le sommeil. Il y avait dans notre famille un côté Dupont de Ligonnès, mais double Dupont, côté père et côté mère. Qui de Jacqueline ou de Jean a le plus rêvé de droguer et assassiner ses enfants ? Ça aussi, je dois l'élucider. Du coup, continue. Le truc. Là. Ouais. De toute façon, ouais. Le cancer de maman est devenu l'axe de notre vie. Elle vit à mi-temps chez nous avec Pablo. Au début, j'ai du mal à m'y faire. Je rentre à la fin de la journée. Je suis allée à la piscine, au travail, j'ai vu des amis et je le regrette. Je me sens coupable de l'avoir laissé seule et d'être en bonne santé. Pas d'analyse à faire, 0 rendez-vous médical, même pas une petite migraine de temps en temps. Maman a honte, elle aussi, mais d'être malade et d'avoir des cernes. Elle s'est mis du fond de teint et c'est raté. Il est trop foncé. Elle a choisi la teinte avant la maladie. C'est la teinte d'une femme qui a rudement bonne mine et sur laquelle les hommes se retournaient. Elle a de grandes traînées briques qui lui rayent le front. Elle s'excuse de ne pas guérir plus vite, de ne pas réussir à faire remonter les plaquettes. Elle fait ce qu'il faut, pourtant elle s'applique, bien sage, pas dissipée, consciencieuse. Ça ne remonte pas. Elle est aussi désolée que quand elle s'était pas réveillée pour une séance de photos Saint-Laurent ou Pierre d'Albi, avec quoi elle comptait vivre, papa et elle, jusqu'à la fin de l'été. Aujourd'hui, elle a taillé une frange aux cheveux vrais de sa perruque de luxe. Elle relève brusquement la tête, elle rit. Il y a toujours un moment où maman vole un rire à la barbe du monde. Comme en classe, chez les sœurs, en épisode de son enfance que racontait Jacqueline dans un de ses rares moments de gentillesse. Un rire innocent et coupable, un rire puni. Sortez, mademoiselle, allez donc rire chez la sœur supérieure. Elle a gardé ce rire d'enfant qui n'a pas le droit, ce rire volé au sérieux du monde, ce rire qui passe en douce et qu'elle m'a refilé, mais en moins bien, car moi j'ai un rire moche, un rire tempête, un rire après moi le déluge, un rire disgracieux et qui fait honte à mes enfants. J'assiste tous les jours à ce rituel des pilules, des mesures, des massages sur la terrible cicatrice qu'elle déteste amoureusement. Elle est tout entière à sa maladie, noyée dans les statistiques, à l'attaque de ses métastases, à tu et à toi avec ses organes. Elle semble ne plus savoir celle qu'elle a été, cette femme sublime qu'on se disputait dans les défilés et qui choisissait elle-même ses shootings, ce corps blond et sans tourment, ce port insolent et ce labyrinthe de grâce. J'essaye de partager sa petite routine. Le thé, les vitamines, vérifier la tension, surveiller le taux d'oxygène, palper les ganglions. Les transaminases ont-elles baissé ? Où en sont l'azote uréique et la créatine ? On suit ensemble, au jour le jour, la longue route vers la guérison. Puis promenade, puis marche rapide, qui se termine vite à cause un peu de l'essoufflement et surtout beaucoup de la bière tiède qui l'attend au premier bistrot venu. C'est du houblon, elle se justifie. Vitamine B, K, Z, vertu insoupçonnée mais vérifiable, c'est le début d'Internet. C'est pour ça qu'on s'arrête de marcher. Parfois, on rit tellement qu'on oublie le reste. Mais la petite alarme sonne sur la montre de maman. C'est l'heure de prendre l'antinausée, le corticostéroïde. Ah oui, c'est vrai, le cancer. On avait failli ne plus y penser. Son visage fragile s'anime sous le turban savamment noué. Elle farfouille dans son sac, s'en mêle dans ses piluliers. On rit. Une de ses dents provisoires tombe et on rit aussi. Tout nous fait rire. On rit de ses années perdues et retrouvées. On rit de tout ce qu'on a pari ensemble. Tous les jours, maman prend un peu plus d'assurance et de courage pour contrer l'assaillant. Tous les jours. La maladie progresse. Bientôt, maman n'existera plus. Mais en attendant, maman est plus que jamais maman. Elle qui n'a jamais été d'accord avec rien a enfin trouvé son vrai ennemi, le vrai de vrai, le tangible, le véritable et affrontable, plus que le général de Gaulle, plus que la petite et la grande bourgeoisie, plus que les règles chrétiennes rétrogrades, plus que Michel Sardou et le patriarcat. Elle se bat contre le cancer. Elle se bat contre la maladie à 2 vitesses, l'allopathie et les pseudosciences. Elle se bat contre la sécurité sociale qui rembourse rien, la RATP qui l'empêche d'être à l'heure chez l'acupuncteur qui ne supporte pas le moindre retard, les pharmaciennes qui lèvent les yeux au ciel quand elle insiste sur le dosage de l'homéopathie. Non, pas 15 CH, c'est du 5 CH que je dois prendre.
et les salauds de la Française des Jeux qui ne répondent jamais alors qu'elle a fait un pari et que sa guérison en dépend peut-être. Elle n'a jamais été aussi occupée, jamais aussi impliquée. Jamais elle n'a eu autant besoin de moi, de papa, des amis, de se changer les idées, d'aller au théâtre voir Pablo jouer, d'arrêter de fumer, de recommencer, de courir d'un magasin bio à l'autre pour trouver la bonne soupe miso. Elle n'aurait jamais dû acheter cette crème repulpante qui colle, peluche et ne marche pas. Et puis soudain, c'est l'heure du kiné. Pas moyen d'avoir la paix 5 minutes qu'elle vit. Aurait-elle pu imaginer que parfois, c'est ce qui nous tue, qui nous fait vivre ? Maman a désappris d'être belle et peut-être même que ça la soulage. Fini la course, fini la pression et la peur de vieillir. Fini de se voir dans le regard des hommes, des femmes, de toutes celles et ceux qu'elle a passé sa vie à séduire, sans le vouloir vraiment. Elle s'est faite à sa nouvelle apparence, à sa silhouette à la fois épaissie et exsangue, à ce bras plus dodu que l'autre, à ses petits cheveux gris qui dépassent du foulard, au bourrelet que fait son non-sein. Maman a toujours été impudique, le sein en moins n'y change rien. Elle choisit sa nudité, elle la masse, elle la crème, elle lui parle. Alors, petit pied tout assoiffé, qu'est-ce que vous dites de cette crème au pétrole ? Allez, vilain poil aux pattes, dites adieu à ce monde cruel. Tu veux voir ma cicatrice, ma chérie ? Non, non, je ne veux pas. Oui, bien sûr, maman. Et maman me montre avec tendresse cette boursouflure à la place du cœur, cette plaie, cette blessure du malheur, mais aussi, tant pis si c'est un peu grandiloquent, de rédemption, de réconciliation avec le désir de vivre. Elle a enfin autre chose à faire que se suicider, se faire du mal, se droguer. Le cancer, pendant 2 ans, lui a sauvé la vie. Il y a des choses que je voudrais raconter comme si elles ne faisaient pas mal. Maman, le dernier mois de sa vie, sanglée dans son lit, branchée sur des appareils de plus en plus compliqués, des machines à repousser le temps et la mort. Vous voyez comme on est outillé, évidemment qu'on va gagner, évidemment qu'on va sauver votre maman. Je me souviens de son visage chaque jour un peu plus pâle, posé comme une chose sur l'oreiller tout frais, changé chaque matin, au milieu des pétales de fleurs de Pablo qui retombaient sur son visage quand il y a un courant d'air. Ces derniers jours, le front de maman est lisse pour la première fois, vide, déserté, abandonné par l'inquiétude et la perplexité, comme si maman savait ce qui allait se passer. C'est en voyant son front lisse et tiens, ce léger sourire nouveau, à peine esquissé, un sourire venu de très loin, devant l'enfance, d'avant la naissance, un sourire venu d'un ciel parallèle, et c'est à cet instant que j'ai compris dans le ventre, dans le cœur et les entrailles, que ma petite Angèle ne connaîtrait jamais sa grand-mère. Rentrer à la maison. C'est moi, la Justine. Ah, c'est toi. Vas-y, pardon, c'est vrai. Ça m'arrange pas forcément parce que j'étais émue par ton texte. Alors, rentrer à la maison, les klaxons dans la rue derrière le camion poubelle, l'ascenseur qui grince comme toujours au même endroit, la clé qu'il faut forcer un peu dans la serrure, les chats qui attendent et se frottent contre mes jambes, l'ampoule du plafonnier toujours pas remplacée, le placard entrebâillé, maman est morte et rien n'a changé. Est-ce que c'est ça mourir et vivre ? Et si c'est ça la vie, alors peut-être que je suis morte moi aussi. Je pense à l'enfant que je n'ai pas été et à celle que je vais avoir, qui se réveille soudain et me balance un coup de pied dans le ventre et m'oblige à reprendre, continuer, en avant, allez, en avant. Je ne veux pas entrer dans le bureau qui servait de chambre à maman. Je ne veux pas entrer et ne pas la voir allongée, aspirant l'oxygène de sa cigarette pimpante avec son foulard noué à la gitane. Je ne veux pas voir le désordre de ses livres, des miens qu'elle a pris et qu'elle a griffonnés, de ses affaires déjà recouvertes, après ce mois d'hôpital d'une poussière veloutée. Quand je finis par rentrer, je ne touche à rien, surtout rien. L'empreinte de son corps dans le canapé-lit, les coussins blottis les uns contre les autres. Maman est juste sortie 5 minutes. Minou, je reviens, son parfum est encore dans la pièce, ses chaussons, le cendrier rafistolé, une tasse de thé froid avec un baiser de rouge à lèvres sur le bord, une montre en avance car maman est toujours en retard, un pot de crème La Prairie, cellulaire haute réjuvénation, un miroir vide de maman et qui ne reflètera plus jamais le visage de maman, le fatras des médicaments et des vitamines oméga truc, échinassé, un livre de Murakami, ouvert page 117 qui murmure la dernière phrase que maman a lue, le dernier mot, ses 2 perruques, ses doses d'homéopathie avec qui elle discutait sans fin. Coucou, petite Arnica Montana, merci gentil, arsénicum, album, tous ces remèdes qui n'ont remédié à rien, toutes ces choses dégueulasses qui ne meurent pas. Pourquoi maman est morte, mais les choses, elles, n'en finissent pas de mourir. Tous ces objets qui existent
et maman qui n'existe plus. Une lettre de relance de sa banque qui peut toujours attendre et que, comme faisait maman, j'engueule avant de la déchirer en 1000 morceaux. Toutes ces choses qui continuent, elles aussi, d'attendre maman. Je m'allonge sur le canapé-lit en prenant garde de ne pas abîmer l'empreinte du corps de maman. Peut-être qu'elle va se solidifier comme les coquillages dans la roche ou les insectes dans l'ambre. Je m'enroule dans son plaid. Je m'installe pour sa dernière sieste, une sieste triste et une sieste de rage qui n'est pas la mienne. Je suis tout emmaillotée de maman et du parfum de maman. Je me dilue, je me fonds, je me dissous dans l'ombre de maman. Maman n'est pas morte, maman n'est pas morte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mort ? La mort n'existe pas. Maman, tu es là ? Maman, tu reviens quand ? Maman ne répond pas. Maman a laissé sa place dans le monde aux autres, les vraiment occupés, les vraiment sérieux, les vraiment faits pour vivre, et je n'ai plus que ma bouche plâtreuse et un précipice devant moi. Et puis très vite, les papiers à remplir, les contrats de téléphone à résilier, les démarches en tous sens, le notaire, merci de nous avoir confié votre dossier, les pompes funèbres, promotion sur les marbres, dépôt gracieux d'une fleur lors des fêtes de la Toussaint, jusqu'à 5% de remise sur la facture de nettoyage de la tombe. C'est comme une naissance à l'envers. Les mêmes coups de fil. Ma fille est née, maman est morte. Choisir un prêtre, ah bon, tu crois ? Trouver un pédiatre et trouver un croque-mort. Tu as fait sa valise ? Quelle couleur pour le marbre ? Quelle taille la turbulette ? Quelle place dans quel cimetière ? Tu as réservé pour la crèche ? Qui va garder le chat ? Et la mairie, les papiers, les visites ? Tu as rempli le formulaire B12 ? Tu as prévenu les cousins ? Tu as fait provision de tisane, tilleul, camomille et d'un tire-lait ? Un quoi ? Ah non, finalement, du lait en poudre et un biberon sans résidus de plastique et une boîte de Xanax, ça ira, merci. Merci la vie, pas de pause, pas de pouce, interdit de souffler, accélération brutale. Angèle, minuscule et sérieuse dans son berceau en plexiglas, agite ses petits bras vers le ciel, ou vers maman, ou autre chose. Adieu, bonjour, un plein pour un vide, une vie contre une autre, un chagrin sans fond contre un bonheur immense, et c'est elle, Angèle, avec son profil encore imprécis, et puis Paul, qui auront besoin de moi. Partout, dans la rue, les jours suivants, le trop inadmissible de la vie qui continue. Partout, les gens superflus et regorgeants de santé qui ne sont pas maman. Les étudiants qui pouffent à l'arrêt du bus, le clochard sourd et muet au coin du Monoprix, à qui maman avait donné toutes nos décorations de Noël, les gens qui font signer des pétitions pour ou contre la transition de genre, les mêmes vivants que d'habitude, sauf que maintenant je les déteste, tous. Et ce rayon de soleil étincelant et gai qui me nargue, un salopard lui aussi avec ses façons de se lever tous les jours, fringant, optimiste, doute de rien. Je passe les 3 mois suivants à en vouloir au monde de survivre à maman, et à moi évidemment, à moi d'abord, et comme il se doit. Christophe, le frère de maman, est la preuve à peine vivante que le temps passe beaucoup trop vite quand on abdique. Il a dû se réveiller un jour d'une de ses siestes et il était vieux. Les gens s'étaient mis à l'appeler monsieur, ses dents à se déchausser, ses cheveux à se calvicier. Le monde entier était plus jeune que lui. C'est l'heure de la promenade. Il fait le tour de la cour en pantoufles, hochant la tête vers quelqu'un qui n'est pas là, se donnant la main à lui-même derrière le dos, petits pas, peau tirée sur des os saillants, des pommettes gris, parcheminés de poussière. L'infirmière d'étage me dit qu'il vaut mieux ne pas l'interrompre pendant sa ronde, que je peux, si je veux, continuer de l'observer depuis la fenêtre, mais qu'il faut attendre qu'il remonte. Je vais à la cafétéria, je lis le journal local qui traîne sur la table. Un livre que m'a donné Pablo, contre la peinture rétinienne. J'ai envie de partir en courant, j'hésite. Cette maison de santé, laissez-moi rire, est sinistre. Quand je remonte et que l'infirmière frappe à la porte, aucune voix ne dit d'entrer, ou si alors si faiblement qu'on ne l'entend pas. On entre quand même, il est assis devant la fenêtre, enroulé dans un plaid. Il y a un ficus moribond dans un coin, un rayon de soleil pâle sur ses mains tavelées posées à plat sur ses genoux. Ses cheveux sont chétifs, vieux blonds. Ses branches de lunettes ont été réparées par des pansements entortillés. Il me regarde vaguement, ses yeux rétrécis par des gros verres de myope, les mêmes yeux d'aquarelle que maman, mais voilés comme du papier calque, presque vitreux. Il y a un claquement de langue bizarre quand la dame fait le geste de s'en aller. « Allez, elle dit, je m'éclipse, je vous laisse une minute avec vos gentilles nièces. » Il ferme les yeux. Tu vois qui je suis, Christophe ? On ne se connaît pas finalement. On s'est vu quoi, 2 fois, 3 ? Je suis la fille d'Isabelle, ta sœur, d'accord ? Elle est pas mal, ta chambre. Plutôt vaste. Tu donnes sur quoi ? Le jardin ? Ah, c'est génial de voir les saisons. Il me regarde. Il a l'air outré que je sois là, ou que je sois la fille d'Isabelle.
Ou peut-être qu'il est juste furieux du temps qui passe, des années qui coulent, tièdes, pourquoi faire, dit pour rien. Je revois sa chambre d'ado à Mordel, des livres, un tissu écossais au mur. Je sais que déjà, il ne sortait plus. Il n'est sorti que quand sa mère est partie. Elle a quitté son père, mon grand-père, et il est parti avec elle, le même appartement, le même lit, le lit de sa mère. Et puis elle est morte et il est venu ici, dans cette clinique, et il n'en est plus ressorti non plus. Peut-être qu'il n'y a plus personne d'autre au monde pour lui que l'infirmière qui est revenue et le nourrit à la cuillère, un peu impatiemment, c'est vrai. « Faut faire un effort, monsieur d'Outreluigne. Ouvrez la bouche. Je crois que là, vous y mettez de la mauvaise volonté, monsieur d'Outreluigne. » Et demain matin, une autre dame, un peu brusque, le nettoiera à l'éponge. « Ça, il n'aime pas, » dit l'infirmière, à voix très haute, comme s'il n'était pas là. « Il a toujours froid, il claque des dents. »« Où est ma doudoune ?» il s'écrie. « Quelle doudoune ?» on lui demande. « Et le manuscrit, quel manuscrit ? Et ma sœur, quelle nièce, quelle belle-sœur, quelle saison ?» Je n'ose plus lever les yeux vers lui, en fait. J'ai peur maintenant. Je m'assieds sur un bout du lit mécanisé et je contemple avec lui le parc par la fenêtre. « Elle est vraiment jolie, la vue !» je lui dis. Puis je ne dis plus rien. On reste peut-être une demi-heure silencieux à regarder par la fenêtre les grands arbres qui arrêtent la lumière. Mais soudain, un rire éclate dans le couloir, terrible, méchant, qui me fait sursauter. Et alors, il rit aussi, plus fort, plus strident, comme si c'était une compétition avec l'homme du couloir qui, du coup, renchérit et rit encore plus fort. Bon, je vais y aller, Christophe, d'accord ? On ne s'est pas dit grand-chose, mais ça m'a fait plaisir de te revoir. Tu peux m'appeler si tu as besoin. Là, j'ai mon train. Je me demande si je dois l'embrasser, lui serrer la main, mais il me lance un regard glacé et glaçant et perçant. J'ai l'impression qu'il me considère pour la première fois. Les yeux fâchés et la bouche et le front, le visage tout entier déformé à force d'être fâché. Puis ses lèvres se retroussent sur ses gencives noires. Les yeux sont exorbités. « Ça va, Christophe ? Tu vas pas faire une crise d'épilepsie ? Tu trembles, tu veux que j'appelle quelqu'un ? Tu veux rester un peu, finalement ? Je peux rester un peu, finalement, si tu préfères. Je m'en fiche de mon train. »« Caca, il dit. » Comme si ça lui coûtait un effort énorme. « Quoi ? Caca !» il articule, écume aux lèvres, tout le visage convulsé, caverne de la bouche ouverte. Cette fois, je m'enfuis, je cours jusqu'à la gare. Il fallait que je revienne au Grand Hôtel de Clermont, dit chez Ahmad, dit le Café des Amis, rue Véron, à Paris. C'est la dernière maison de maman, son dernier bureau, refuge, cocon, bar à chicha, parc à jeux. À la fin de sa vie, c'est le seul endroit où elle se montrait sans sa perruque, son petit crâne parfaitement rond. C'est là qu'on pouvait la joindre quand le téléphone était coupé dans l'appartement de Montmartre et qu'elle n'avait plus de forfait sur son portable. Je la revois dans l'entrée, de profil, riant, découvrant timidement ses nouvelles dents. Elles avaient l'air trop grandes pour elle. Elle n'osait pas vraiment s'en servir, et elle en vérifiait la présence de temps en temps avec la langue. Elle buvait son vin rouge à la paille pour pas les abîmer. Mais elle pleurait toujours autant après le deuxième verre. À cause de ses dents qu'elle avait peur de tacher, parce qu'elle était en bisbille avec l'EDF, la Sécurité sociale, la banque postale, un voisin, parce qu'elle avait trafiqué le compteur électrique, imité la signature de papa sur un chèque. Je revois son rouge à lèvres sur la paille, ses lèvres pincées sur sa cigarette quand elle battait les cartes, ses sourcils froncés toujours. Je vois ses amis, visage blême sous le halo du plafonnier, nez veiné de violet, chapeau, blouson, et ce type, un peu plus loin, un peu beau, qui sirote sa pinte avec un air de conspirateur. Est-ce que c'est lui, son nouvel amoureux ? Et cette femme apathique et ventrue qui étudie tous les jours la même carte Michelin étalée devant elle, le même verre qu'elle remplit en douce avec le thermos de son sac à dos. Demi-clochard, demi-poète, paumé définitif, tous autour de maman, leur reine, la dernière reine du triste bal du Grand Hôtel de Clermont. Donc j'arrive chez Ahmad, c'est une idée de Pablo, et il a tenu à m'accompagner. Je devrais ressentir quelque chose, la présence de maman, son absence, je ne sais pas, quelque chose. Mais non, rien, je ne ressens rien. J'essaie de me forcer pour ne pas décevoir Pablo qui a mis tant d'espoir dans cette visite, ce pèlerinage. Ça va te faire du bien, il m'a dit, tu vas voir, ça va remettre les choses en place. Qu'est-ce que vous prenez ? 2 bières. Je ne bois jamais de bière en principe, mais là, je veux que ça me rappelle maman. Raté, c'est pas assez pour m'émouvoir. Je suis un roc, une pierre, j'ai le cœur et l'âme fermés. C'est resté dans son jus, dit Pablo qui regarde autour de lui. Ça va bien t'aider, Justine. Il est confiant, il veut tellement me sauver. Je ne lui dis pas, mais je trouve justement que le jus n'est pas le même. C'est un jeune jus propre, frais,
un jus des beaux quartiers parce que Montmartre est devenu un beau quartier. Tu sors son médaillon, m'encourage Pablo. Je suis venue avec une photo de maman de 3/4 face, visage aigu, arcade sourcilière haute, noir et blanc, beaucoup trop de grains. Elle est d'époque, mais je l'ai choisie parce qu'elle est redevenue soudain très belle. Mais du coup, on ne la reconnaît pas vraiment, c'est bête. J'avais prévu de la présenter à la ronde, aux clients, comme un détective privé, comme dans des films. Je cherche une âme et une petite âme. Avez-vous croisé cette âme ? Mais ça ne va pas marcher. Premièrement, elle est trop belle pour être ressemblante. Et deuxièmement, ça a trop changé. Je ne vois rien qui témoigne du passage de maman. Rien qui prouve qu'elle a existé ici. Tu vois bien, crétine, que le temps existe puisqu'il a passé presque une génération, renouvellement de la clientèle. Les gens accoudés au bar ont 25 ans, 30 ans. Des Américains, des Anglais. Louis Vuitton guide. Gentrification. J'ai envie de m'en aller, comme le jour de la maison de santé de Christophe. Mais voilà Ahmad, le patron. Lui, je le reconnais, c'est marrant. Il est carrément le même. Il n'a pas vieilli du tout, il serre la main des clients. Ça va, la baisse ? Il nous serre aussi la main, à Pablo et moi. C'est lui, chuchote Pablo. Oui, c'est lui. Alors Pablo ne lâche pas la main d'Ahmad. On est venu ici pour une enquête, pour que ma femme aille mieux, pour qu'elle sorte de cet enfer d'obsession de sa mère. Pablo ne lâche plus et me désigne du menton. C'est elle, c'est Justine, la fille d'Isabelle, ok ? Isabelle d'Outreligne. Ahmad me regarde poliment. Il n'a pas l'air de comprendre ce qu'on veut lui dire. Il aimerait bien retirer sa main, mais Pablo la serre plus fort. Tu montres la photo, chérie ? Je montre la photo. Ahmad me regarde Pablo, ne comprend pas. Comprend, plisse les yeux, fait un effort. Mais il n'a pas l'idée de qui on lui parle. Il comprend juste qu'il faut rester poli. Mais ça se voit, il n'a pas d'Isabelle en magasin. Je suis déçue. Maman passait sa vie dans ce rade et ce mec l'a rayé de sa mémoire. Il regarde à nouveau Pablo, plisse à nouveau les yeux. On se connaît, non ? Pablo, interloqué, répond « Non, oui, c'est que je suis acteur. »« Ah, acteur, c'est pour ça. Et vous avez joué dans quoi ?» Et là, flash. C'est pas Ahmad, c'est son fils. C'est pour ça qu'il a si peu changé. De toute façon, le peut-être fils d'Ahmad ne s'intéresse plus du tout à moi. Il s'est assis en face de Pablo et c'est lui qui lui serre la main maintenant. « C'est ma tournée. C'est pas souvent qu'on a des artistes ici. » Et voilà, ça discute. Cinéma d'auteur, cinéma de pas auteur, cinéma tout court. Pablo me fait un clin d'œil. Je bois ma bière d'un trait, mousse aux lèvres, la laine maussade de maman dans la gorge. Je file aux toilettes. Il y a des articles de presse sur le grand hôtel de Clermont punaisés au mur. Time out, Libération. Je me vois dans la glace sous le néon qui tremblote. Tiens, je ressemble à maman dans cette glace. Je vomis. Quand je reviens, Pablo est épuisé. Il pose pour un dernier selfie avec le peut-être fils d'Ahmad, mécaniquement. Il a toujours à la main la petite photo en médaillon. Il tente une dernière fois. « Alors, et Isabelle ? Racontez-nous Isabelle. C'était un peu la mascotte ici, non ?» Je profite que le peut-être fils d'Ahmad plisse encore les yeux, l'air de chercher très loin, pour, enhardi par la bière de maman, lui tomber dans les bras et l'embrasser. « Mais oui, je dis, il se souvient forcément de maman. Personne ne peut oublier maman. » Le fils d'Ahmad joue le jeu. Il a compris. Ou peut-être qu'il veut abréger, se débarrasser de nous. Il en a vu d'autres. Il en a collu des relous, des cinglés. « Ah, Isabelle !» il dit en faisant claquer ses bretelles. « Quelle femme tout de même, quelle femme !» Pablo me lance un regard triomphant, soulagé. « Bon, je dis, ça me fait plaisir, je repasserai. On discutera du bon vieux temps. Mais bien sûr, venez quand vous voulez, on échange nos numéros. Et toi, Pablo, tu me signes le livre d'or. Allez, yalla, les amis, vive le cinéma. Et passez le bonjour à Isabelle pour moi, hein, sacrée Isabelle. Toujours la classe. » On se retrouve rue Véron, puant le tabac froid et la bière. Maman est morte il y a 20 ans, plus personne ne se souvient d'elle, et moi non plus. La preuve, cette enquête lamentable pour essayer de la faire revivre, et où je suis en train de l'enterrer. Ma petite maman tombée dans le puits de l'oubli, poulie cassée, couvercle scellé sur l'eau croupie. C'est nul, identification d'une femme ratée. Pablo est stupéfait. Tu détestes les coussins par terre, hein, l'encens, les hippies. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Inde ? Tu adores Murakami, Ryu, alors on va au Japon, enfin comme on a toujours rêvé. Non, je dis, l'Inde c'est fascinant, c'est envoûtant, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais je me bute. Je crois que c'est parce que je veux faire du yoga. Il croit que c'est parce que je veux faire du yoga, comme toutes les femmes de ma génération. Il lève les yeux au ciel. Il a déjà acheté tout ce que la littérature nippone compte de chefs-d'œuvre. Les livres attendront, je réplique, et je ne veux pas aller au Japon sans les enfants. Et les mangas, les samouraïs, Hiroshima, c'est pas pour un voyage de noces. Je laisse traîner un livre de Jack Thieu-Leroy
Sur la table de nuit, un road trip en Inde, Pablo lit tout. Il est boulimique, il a une curiosité insatiable et c'est sûr, il va stocker de l'Inde. Mais non, il trouve le livre dégueulasse. Ce que tu lis est ignoble, l'histoire d'un pédophile qui mange le bras d'un mort. Enfin, on ne peut pas aller dans un pays comme ça. On a rendez-vous dans l'agence de voyage spéciale lune de miel. Just married, just adventurous. Vos voyages de noces sur mesure. J'appelle avant, j'explique. Je voudrais parler au responsable, un petit service à demander, et nous allons venir tout à l'heure dépenser notre cagnotte chez vous, mais je voudrais s'il vous plaît, que vous disiez devant mon mari que pour le Japon, c'est niet, tout est complet, il n'y a plus rien, rien de rien, nada, plus de vol, plus d'hôtel, razzia du monde entier sur le Japon. Et puis, dans un deuxième temps, vous ajouterez que l'Inde, en revanche, normalement, c'est complet aussi, mais alors quelle chance, il reste un séjour de dernière minute. C'est important, vous comprenez, je dois aller en Inde. Pour vous la faire brève, j'ai pas pleuré quand ma mère est morte parce que je ne pouvais pas, j'étais enceinte, vous comprenez ? Donc, j'ai pas eu le temps d'être triste, ni le droit, mais là, je suis mariée, mes enfants sont grands, plus grands que moi d'ailleurs, et je cherche ma mère. Je suis obsédée par ma mère. Elle me manque comme une jambe en moins ou un œil. Ah, pardon, comment ? Vous ? Je savais pas, je suis désolée. Alors, une case en moins, ça vous va ? Elle me manque atrocement, quoi. Et je sens que c'est en Inde que... Et puis, qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on aille à Tokyo ou à Calcutta ou à Vaux-en-Vexin ou Vaux-en-Velin si on a envie ? Je vous parle poliment, monsieur, et Vaux-en-Velin, c'est un exemple. Je vous préviens simplement qu'on n'ira pas au Japon. Vous m'emmerdez, vous, avec le Japon. Il y en a marre du Japon. À tout à l'heure, monsieur. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas changer d'agence de voyage, car c'est dans celle-là que la cagnotte a été organisée. Quand on arrive avec Pablo, on se fait la tête. On ne se regarde pas. Dans le canapé où on nous fait patienter, je tourne ostensiblement le dos au poster plein de reproches. De Tokyo à Kyoto, vos souvenirs n'attendent que vous. Pablo fait un avion avec un dépliant qui dit « Du Taj Mahal à Jaipur, laissez-vous envoûter ». Une personne aimable vient nous chercher. Mais certainement, mais je vous en prie, que puis-je faire pour vous être agréable ? Eh bien, nous hésitons grandement, je dis. Pablo tousse une phrase avec le mot Japon dedans, échange de regards assassins. Arrête d'être buté, ne sois pas si têtu, tu es relou, tu as les mêmes goûts que tout le monde. Finalement, je ne veux plus me marier, moi non plus, cause toujours, j'en ai marre. Sur quoi ? Providence, l'agent de voyage qui avait mal pris que maman me manque comme un œil en moins, explique « Hélas, chère madame, cher monsieur, si je peux me permettre, la saison des pluies au Japon, appelée Tsuyu, se produit généralement de début juin à mi-juillet, c'est-à-dire au moment précis de votre voyage. Et pendant cette période, croyez bien que je le regrette, le pays est impraticable, spécialement dans les régions centrales et méridionales. C'est la raison pour laquelle, chère madame, cher monsieur, je vous invite à considérer les autres options qui s'offrent à vous. Avez-vous eu l'opportunité de feuilleter notre catalogue en ligne ? Je jurerais, mais à qui, que le monsieur m'a adressé un clin d'œil de son œil valide. Ça s'est vraiment aggravé, cette folie de tout le temps buter sur maman à l'enterrement de notre vie de jeune fille et de garçon. C'est une surprise de nos amis. Départ de chez nous en fanfare, pour de vrai. Minibus, Orly, Lisbonne. Je sais bien que c'est insupportable, mais je n'arrête pas de pleurer dans le minibus. Tout le monde chante et j'arrête pas de pleurer. Ça me fait flipper de quitter Paris 3 jours et de laisser les enfants, qui sont eux bien contents de passer un week-end tranquille chez leurs copains. C'est dans l'avion que maman est apparue. Un rayon de soleil, passé par le hublot, venu me caresser le visage. Et maman me murmure « C'est pas un conseil, c'est un ordre. » Et pourtant, maman ne m'a jamais donné d'ordre de sa vie. Sois légère, mon minou, sois légère. Il n'y a pas plus éloigné de maman que ces histoires de mariage, ce truc ringardissime d'enterrement de vie de jeune fille et de garçon. Et pourtant, elle est là, avec moi, à me chuchoter légère, sois légère, tu embêtes tout le monde, c'est ridicule. Elle en a de bonnes. J'ai un orteil cassé net il y a un mois, j'ai la radio, je l'ai posté sur Instagram, c'est incontestable et incontesté, je voulais déplacer la date du mariage, l'annuler. Une copine qui ne doit pas en être une vraiment m'a dit, c'est clair, c'est ce mariage qui te casse les pieds. En plus, se marier en Hug ou en Crocs, taille 43, ça me faisait pas précisément rigoler. Et voilà que là, dans l'avion, maman m'apparaît et dit « sois légère ». Et ça commence à marcher. Si je peux me permettre ce jeu de mots un peu lourd. À Lisbonne, sur les pavés, je boitille, mais on me porte dans les pentes. C'est cool, c'est marrant. J'enlève ma chaussette au restaurant pour montrer aux copains, aux serveurs, à tout le monde l'enflure de l'orteil sous le cataplasme d'argile verte. Je saigne abondamment du nez à force d'avoir pleuré et de m'être trop mouchée. Mais maman ne me quitte plus. Jean sur mon épaule, 10 boucs petits fantômes. Je t'assure, elle me dit, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut faire, un nez qui saigne ? Tu n'as qu'à entortiller le coton de manière un peu mignonne dans la narine. J'essaye, je cherche les tutos sur Google. Il y a des tutos partout. Comment mettre un suppositoire ? Comment survivre à une apocalypse ? Comment réussir le bac sans travailler ? Ressembler à Angelina Jolie ? Vomir le plus confortablement possible ?
Pour le tortillon de nez, je choisis l'option tulipe, mouchoir qui s'évase en sortant de la narine. Oui, je saigne du nez, mais c'est pas grave. Je précise maintenant en souriant de toute ma nouvelle légèreté. Et tant pis si quand je ris, les extrémités du tortillon qui me sortent par les trous de nez se collent à mes dents. Légère, légère, la fête est belle, le week-end est formidable, les amis ont dépensé des 1000 et des 100. On chante dans les rues, on crie, on a 8 ans et demi. Pas gâcher la fête, c'est la fête des copains. C'est la fête de Pablo de retour dans la ville de son enfance. C'est la fête d'avant le mariage, c'est le mariage. Je change le mouchoir en marchant avec légèreté, malgré l'orteil qui enfle, malgré maman qui devient un peu lourde sur mon épaule, mon dos, ma nuque. C'est bon, maman, j'ai compris, légèreté, légèreté, on ne peut pas être plus légère. La dernière nuit, après le départ des amis, Pablo et moi sommes invités à dormir à l'ambassade. Je m'extasie sur tout, la salle de bain, les peignoirs brodés, les plafonds sculptés, la table de pierre du bon roi Sébastien. Pablo est fier, c'est sa ville natale. Il est l'invité d'honneur du festival du film. Il est content, on est fou d'excitation. La suite est tellement grande, c'est un appartement, on va dormir dans le même lit que Mitterrand, me dit Pablo, et De Gaulle, et René Coty. Il n'en finit plus de me dérouler sa liste. Regarde, je dis, pour pas être en reste de bonne humeur. Je suis sûre que je suis la première à réussir ça dans cette chambre. Et je fais la roue, puis une galipette, puis un saut. Le couloir est immense, je suis essoufflée, j'ai mal aux pieds, l'orteil va encore enfler, tant pis. Pablo rit, puis s'arrête net et me considère gravement. Il a quelque chose à dire ou à demander. Il hésite, et puis se lance. Chérie, à tout hasard, tu n'aurais pas l'intention de voler des trucs ? Voler, moi ? Je devrais être mortifiée. Alors je prends un air mortifié qui le déride, car je suis une très mauvaise comédienne, mais il a raison, il n'y a pas beaucoup d'hôtels ou de restaurants où j'ai pas piqué un cendrier, une cuillère, une ampoule. J'ai pris très tôt l'habitude de voler des choses pour maman. Je volais des cuillères dans les cafés, je volais chez moi des blinis, des œufs de saumon, une bouteille d'huile d'olive. Je cachais tout sous mon lit, je faisais des réserves pour le prochain week-end avec maman, et parfois le week-end n'arrivait pas tout de suite, alors la crème fraîche d'Isigny pourrissait. Les blinis moisissaient, les fruits ramollissaient. Plus tard, j'ai volé des salières, des verres, des petites choses qu'elle ne me demandait pas, mais qu'elle ne me refusait pas non plus. Elle riait. J'aurais volé n'importe quoi pour la voir rire. Hop, prestidigitation, je sortais un saucisson de la poche de ma doudoune et une tasse de thé de mon cartable et maman était charmée. Maintenant qu'elle est morte, je continue. Le pli est pris. Je vole des choses pour elle dans les lieux publics et dans les restaurants, des cendriers, des oiseaux empaillés, une lampe. Je me vole moi-même. Du Kellar à Paris, de Paris au Kellar. Je ne vole que les choses qui, jusqu'à présent, m'ont valu des ennuis très modérés. Et jamais chez les amis, ni là, à l'ambassade de France à Lisbonne. La dernière nuit de l'enterrement de notre vie de filles et de garçons. C'est dit. Promis de chez promis. Je sais aussi tenir mes promesses. Le plus important, c'est que Pablo ne soit pas déçu de notre enterrement, qu'il ait toujours envie de se marier avec moi. C'est la première fois, et peut-être l'unique fois, que maman me sauve un week-end. Un enterrement, un mariage. Merci maman, merci. C'est après, plus tard, que maman a cessé d'être légère et m'a tirée vers le bas, vers le centre de la terre. Après, c'est où ? C'est encore moi, je crois que Tu crois ? Ah, vas-y alors. C'est ça, hein ? Je sais pas, j'ai pas... 172. 172. Vas-y. J'y vais. Ah non, c'est moi, regarde. Ah, c'est toi où ? C'est moi. Ah, c'est toi, 171. Non, c'est moi, 171. Aujourd'hui, je suffoque, comme dans la chambre d'hôpital de maman. Même la chaleur me fait penser à maman, même l'air épais, chargé d'haleine. C'était la toute fin, je venais d'apprendre que j'étais enceinte, et euphorique, idiote, autocentrée, je pensais que ça allait lui donner envie de lutter. Je couvrais bien maman, je l'abordais, et quand elle était bien immobile, j'aérais. Mais on était en mars, et le printemps, entré par la fenêtre, a réactivé un rhume des foins. Elle ne disait plus rien, elle ne réagissait plus à rien, elle n'ouvrait plus les yeux, mais elle éternuait, en quinte, les mêmes petits éternuements étouffés qu'au temps de sa grande santé. Des éternuements polis, mignons, et des petites larmes absurdes tremblant au bord de ses paupières qui ne s'ouvriraient plus. Quand Pablo a chopé un vilain microbe, « Sir, what would you like to order? Shrimp carpaccio. » C'était la dernière semaine et un désastre abdominal. J'ai arrêté de manger par solidarité, mais aussi par soulagement. J'en avais marre, comme tous les heureux, de manger tout le temps. Le dernier repas de maman, quelques gouttes de morphine en intraveineuse. Ça m'irait peut-être moi qui déteste être à table, qui mange pour nourrir la machine, pour ne pas tomber, pour la peau sur les os.
Et si j'étais condamnée à mort et qu'on me demandait ce que je veux pour mon dernier repas, je répondrais que j'en ai rien à faire. Donnez-moi un saut en parachute. Donnez-moi la possibilité d'être vivante une dernière fois, vraiment vivante, c'est-à-dire tout près de la mort. Donnez-moi une voiture que je conduirai à toute vitesse, moi qui ne sais pas conduire. Donnez-moi une roulette russe, un reportage dangereux avec papa, un corps à corps avec King Kong. Maman morte à réveiller, un soleil à atteindre, un soleil à éteindre, une nuit à vous rendre vraiment folle, ou encore un shoot, un premier shoot, pour enfin comprendre maman, où elle allait quand elle partait, et être avec elle, dans sa tête et sa nausée, avant de partir aussi. Ou à la limite, donnez-moi un dernier accès à Instagram pour voir une dernière fois la vie des autres, les beaux trains que je n'ai pas su prendre, les cadeaux que la vie m'a envoyés, et dont je ne me suis pas sentie digne. Mais un dernier repas ? Maman a eu tout ça, et puis cette vie déchue, pas déshonorée, non, mais magnifique, mais déchue. On a presque fini. Alors, les jours suivants, je me sens moyen. C'est compliqué de vivre sans mère, de se lever sans mère, de s'endormir sans mère, de rire vraiment de toute son âme sans mère. Et quand, en plus, vous ne vous souvenez plus de tout, que les images s'effacent, que vous avez perdu le dernier rouge à lèvres, cassé la dernière broche, prêté et jamais revu le dernier bouquin à noter, c'est encore plus difficile. Mais ça l'est encore et encore plus quand les souvenirs viennent, se pressent, affluent, quand c'est une crue de souvenirs, quand maman n'est plus là, mais qu'elle est là tout le temps, presque trop à tous les coins de rue. Elle ne me lâche plus, je la croise sans cesse, je suis bombardée, pulvérisée par sa présence. Ça m'énerve que Pablo ne la voit pas, là, attablée dans ce café où elle boit à petites gorgées un chai épicé comme elle a toujours aimé. Et qu'est-ce qu'elle fabrique maintenant en scooter, sans casque, pétaradant dans la ruelle ? Et pourquoi les gens ne se retournent pas sur elle, ne se dévissent pas le cou comme ils le faisaient dans le vrai Calcutta et dans la vraie vie ? Et là, cette petite fille aux doigts pleins de bagues, n'est-ce pas à maman qu'elle tend la main ? On dirait pas qu'elle singe maman, la vendeuse d'épices qui lance une œillade à Pablo ? Toutes les femmes sont déguisées en maman, ou bien maman s'est déguisée en toutes les femmes. Elles ont toutes le visage de maman, le port de maman, l'élégance simple de maman. Et c'est maman aussi, ce courant d'air, maman le vent, maman la pluie, maman qui ressemble à maman et qui ressemble à tout le monde. Elle me cerne, elle me précède et me suit. C'est à se taper la tête contre les murs, les vies qui se bousculent en moi, ces êtres qui se prennent pour maman. De quel droit ? Le rire de maman à l'angle de la rue comme un câlin volé, et la peau de maman chez cet enfant qui me sourit, et le chuchotement de maman dans l'appel à la prière, et l'autre rire de maman quand elle voulait séduire, qui cascade dans la foule du marché couvert, et son parfum poivré qui un instant me fait trébucher, et le grain de beauté sur le cou de cette dame, et son visage dans la mer devant nous qui bouillonne, et déguisé en maman ce chat sauvage qui file le long du muret, et le profil net de maman sur une pièce de roupie ancienne. Maman en puzzle, en marmelade, en bouillie, en compote, en lambeaux, partout, et le chagrin de maman, et ses larmes quand papa est reparti, et sa joie quand elle a su que j'étais là, en elle, c'est peut-être vrai que l'Inde rend fou. Maman est revenue une dernière fois, une toute dernière, pendant une de ses siestes. Incroyablement précise, voix intacte, du cristal. Minou, elle me dit, je vais t'expliquer. Et elle m'a tout expliqué. D'où elle vient, où elle est, que Violaine a dit n'importe quoi et qu'elle a tout arrêté quand elle a su qu'elle était enceinte. Et qu'elle a attendu sagement papa à Paris, qu'il s'aimait, qu'il est revenu, mais l'époque était si déraisonnable, on voyait des plaines devant soi, la vie à l'infini, et qui sonnait à toutes les portes, alors ils se sont séparés. Elle parle très vite, elle parle une drôle de langue, javanais, anglo-indien, portugnole. Mais c'est clair et même limpide. Je me dis, oh là là, il faut se réveiller, tout noter, emprisonner le rêve, et comme ça me délivrer. Je m'obéis, je me réveille, mais quand j'ouvre les yeux, tout est fini. Il ne reste que la maman d'habitude, floue, mystérieuse, déjà en train de disparaître. Une trace muette et glacée dans la fournaise indienne. Je ne suis pas contente. Je veux me rendormir, je me concentre. Attends, Pablo, laisse-moi, je dois finir un rêve. Le reprendre encore une demi-heure, c'est capital, tout est là. De toute façon, il fait encore trop chaud, on va crever. Mais j'ai beau fermer les yeux de toutes mes forces, jusqu'à en avoir mal, ça ne marche pas, le sommeil ne revient pas. Le Xanax ne fonctionne pas, ni le deuxième, ni le troisième. Maman a définitivement disparu. Il y a juste mes chats dont je rêve qui me mangent le visage. Qu'est-ce que c'est que ce rêve, je pense ? Je veux changer de rêve. Où est ma télécommande de rêve ? Oust les chats, oust, poussez-vous, dégagez. Mais les chats font ce qu'ils veulent. Ils appellent d'autres copains chats et bouffent tout. Le crâne, les précédents rêves, tout ce qui reste de maman, ce dernier trésor, le secret, c'est fini. Les derniers jours, ça va mieux, pas de sieste. Je suis fatiguée de faire la sieste, avec tous ces rêves nuls où maman n'est pas.
Pablo est allé déposer la valise de stylos et de cahiers devant la Girls Public School à côté du marché. On ne nous prend plus en photo, les femmes ne ressemblent plus à maman, on s'assied dans le sable près d'un groupe de jeunes Anglais, on regarde comme eux le soleil qui grossit et monte lentement dans le ciel, on applaudit, on semble heureux, des barques tanguent près du rivage au milieu des poissons morts qui seront pêchés quand même. Et puis on a fait ci, et puis on s'est promené là, et on a encore vu ça. Il y a des choses qui sont trop douces pour que je m'en souvienne. Fini, écran noir, silence des fantômes. Et on vous dit pas la fin.